Cassos95 me dit: Kita a-t-il un passe-droit chez les médias? Il tue le club de Nantes depuis des années et personne ne dit rien chez les médias. J'ai choisi cette question parce que j'ai eu souvent cette réflexion depuis hier, que Kita était protégé par les médias, alors que j'ai vu, mais vraiment pour le coup pas du tout cette impression. J'ai le sentiment effectivement que beaucoup de gens sont extrêmement lucides sur Kita et le fait qu'il fasse n'importe quoi avec son club. Alors ok, il fait n'importe quoi avec son argent. C'est souvent la réponse commode qu'on fait à ça. Mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas, quoi. Au bout d'un moment, ça suffit. C'est le 4e entraîneur même s'il y a que 3 noms, c'est le 4e changement d'entraîneur en un an à Nantes. Le recrutement est toujours fait à l'arrache, dans l'urgence. Le divorce avec les supporters est total. Le problème, c'est vendre, d'accord, mais vendre à qui et à combien? Comme je l'ai dit là, il faut pas oublier que la Beaujoire est un stade qui a 40 ans, qui est donc pas ultra adapté au football d'aujourd'hui. La Jonelière a aussi besoin d'un sérieux lifting. La ville a quand même, il faut bien le reconnaître, et je sais d'autant mieux que j'habite maintenant depuis un an à 65 km, et surtout que j'y vais jamais, a une réputation dégueulasse. Ma femme, au début où on s'est rencontrés, habitait à Nantes, et déjà, je peux vous dire que quand je la ramenais chez elle, ça craignait quand même très fort. Voilà, il n'y a pas un tissu économique énorme qui justifie enfin, il n'y a pas des sponsors nantais monstrueux. Donc, je pense que c'est très difficile, à moins de tomber sur un grand passionné, de vendre ce club à un groupe qui a envie d'investir de l'argent. Alors vous allez me parler du collectif nantais avec Landreau. Enfin, si quelqu'un peut croire que c'est Landreau qui va sauver le FC Nantes, bon courage. Julien Defief me dit: que penses-tu du passage de 3 à 4 clubs en Champions League? Est-ce bon pour le championnat français ou ça peut le fausser avec les 2 matchs par semaine? C'est toujours pareil, ça dépend qui. Si les équipes qui étaient engagées en Ligue des Champions, c'était Paris, Marseille, Lyon et Monaco, c'est des équipes qui sont normalement programmées pour jouer, alors pas spécialement Marseille cette saison, mais c'est des équipes qui sont normalement outillées pour pouvoir jouer plusieurs matchs par semaine, enfin 2 matchs par semaine sur des périodes plus ou moins longues. Il est évident que pour Nice et encore plus pour Brest, ce sera quelque chose de très difficile à gérer. Je pense que ce qui est important, c'est que le football français retrouve une certaine stabilité au niveau de ses clubs phares, parce que pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Thomas Michel me dit: toi qui es pote avec Gauthier Larseneur, penses-tu qu'il souhaite rester à Saint-Étienne la saison prochaine, même en cas de non-montée? Pour ce que je peux en savoir, et quand j'échange avec lui, il se plaît énormément. Il est très, très, très investi dans le club. Et il faut pas non plus occulter que lorsque il a perdu sa place à Brest au profit du Néerlandais Bizot, c'était pas la bagarre pour l'enrôler, parce que vous comprenez bien, l'Arseneur est un gardien petit et que c'est totalement passé de mode. Donc je pense que à mon avis, dans son esprit, il doit espérer que Saint-Étienne remonte le plus rapidement possible en Ligue 1 et devenir un peu un gardien phare, comme l'a été longtemps Jérémy Janot, qui n'était pas non plus un gardien de grande taille chez les Verts. Émeric Levionnois me dit: après une très bonne saison de Pierre Lesménou, penses-tu qu'il puisse intéresser un club plus prestigieux pour la saison prochaine en Ligue 1 et même en Première Ligue? Merci. Alors l'expérience en Première Ligue, Pierre a donné et ça n'a pas été un triomphe.
Je pense pas que ce soit un style de jeu qui corresponde beaucoup à la première ligue. Oui, il peut intéresser un club certainement plus huppé, avec des moyens plus importants que Brest. Rennes a essayé de l'avoir. Peut-être un club comme Lille peut espérer. Ou voir Lyon si Matic ne continue pas. Maintenant, voilà, je pense qu'il est aussi attaché à Brest, mais ce sera un des dossiers à suivre au prochain mercato, c'est évident. Aimé Fanch me dit, pourrais-tu situer Marco Bizotte, le gardien brestois, dans la hiérarchie des gardiens de Ligue 1? Je pense qu'il est plutôt sous-coté. J'étais au stade contre Lille, il a encore sorti des gros arrêts. Pour ma part, je le mets en trio tête avec Donnarumma cette saison, qui est intouchable, et sans doute Brice Samba. Ce sont des gardiens qui rapportent beaucoup de points. Quel est ton sentiment? Alors, top 3, il y a Chevalier aussi. Mais bon, c'est sûr que Bizotte est un des meilleurs gardiens de ce championnat. Il est très sûr, il a énormément d'envergure. Il me fait penser dans la série des gardiens sous-cotés à Mats Sels, qui a été extraordinaire avec Strasbourg pendant des années, et dont finalement personne ne parlait jamais, même quand on faisait les équipes type de fin d'année. Et il est évident qu'il est pour beaucoup dans l'excellente saison des Brestois cette saison. Fabrice Martin me dit, Santos a fait son premier match en tant que titulaire à Strasbourg, et pour moi il est l'homme du match. J'espère qu'il va confirmer qu'il donnera une solution supplémentaire au milieu de terrain une fois le maintien assuré. Penses-tu que Chelsea pourrait le prêter pour une saison complète? C'est pour ça qu'il a été recruté, pris par Strasbourg. C'est parce que il y a une vraie volonté de la part du club strasbourgeois qu'il soit encore strasbourgeois l'année prochaine, comme Angelo Gabriel. Et c'est aussi ça l'avantage d'être dans le même groupe que Chelsea, c'est que quand tu as des joueurs, parce que la folie acheteuse de Chelsea n'est plus à démontrer, mais il y a que 11 places, et puis tu peux pas avoir un effectif de 70 joueurs. Donc, je pense que Santos et Angelo seront encore à Strasbourg l'année prochaine, et je pense que pour les deux, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et effectivement, il a fait un match très intéressant à Nantes, parce que il a de la personnalité avec la balle, il a une bonne relance dans un secteur où c'est un des points faibles du club strasbourgeois. Donc je suis moi aussi très séduit par cette première apparition. Franck van der Zeumen. Bonjour Pierre, pas la pétanque, j'ai bien compris. Alors, une question sur un joueur du PSG que j'aime beaucoup, Ramos, tu sembles pas trop l'apprécier, pourquoi? Je l'apprécie pas, c'est pas que je l'apprécie pas, c'est que j'ai des gros doutes, quoi. Je trouve que c'est très très moyen, très très moyen. Il va pas vite, il est pas technique, alors il a une bonne activité physique, il est pas maladroit dans la surface, mais ça reste vraiment un attaquant de surface. Et depuis Zlatan et Ibra, le PSG n'a jamais fonctionné avec un attaquant de surface. Donc, et puis c'est surtout 80 millions, je trouve ça mais totalement hors de prix par rapport au niveau du joueur. Alors je vois bien qu'il y a une hype Ramos parmi les supporters parisiens qui doivent imaginer que ça va être le remplaçant d'Mbappé pour marquer les buts, mais arrêtez de rêver. C'est un bon petit joueur qui peut être utile dans la rotation, 80 millions pour être dans la rotation, ça fait cher la rotation quand même. Venceslas Bourdin. On parle régulièrement des soucis d'arbitrage, mais comme pour les consultants anciens joueurs, il y a des consultants anciens arbitres qui peuvent donner leur avis. Bruno Derrien, Joël Quignot, Alain Sars, Tony Chaperon, selon les époques. As-tu un avis sur le sujet? Penses-tu qu'ils soient sous-exploités? Trouves-tu leurs analyses enrichissantes ou trop complaisantes? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne questionne jamais les anciens arbitres sur le foot, on ne le questionne que sur les questions d'arbitrage. Est-ce qu'il y avait pénalty ou pas, selon vous? Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas? Est-ce qu'il y a ça met carton rouge ou pas? Donc, il y a des arbitres qui se mouillent, il y a des arbitres qui se mouillent pas, il y a des arbitres
même s'ils sont plus dans le sérail, restent extrêmement confraternels. Il n'y a pas pour l'instant un arbitre qui m'a fait grimper au plafond en termes de consultant. Levin Kayis, que penses-tu du championnat turc et toutes ces polémiques? Encore hier, une bagarre générale a éclaté entre les joueurs du Fener et les supporters de Trabzonspor. Il y a un vrai problème en Turquie. La violence, elle est partout, on l'a vu. Et c'est très c'est très compliqué je sais pas trop comment dire ça, c'est que il y a de toute façon un manque la passion n'excuse pas tout, il y a un manque d'éducation absolument patent des supporters, de la population dans les stades, j'ai même pas envie de dire les supporters, mais c'est vrai que les images qu'on a vues hier sont extraordinairement choquantes, mais le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de sévérité derrière des instances du football turc, et il faudrait peut-être que l'UEFA s'en mêle. Catherine Lecoustre me dit, une question qui n'a rien à voir avec le foot, tu as dit que tu roulais en véhicule électrique, j'aimerais avoir ton ressenti sur son utilisation. Comment tu recharges-tu au quotidien? En es-tu content? Moi-même, utilisatrice d'un SUV électrique, j'en suis ravi. Alors oui, j'ai un SUV, moi aussi un SUV électrique, 2 tonnes 4, coucou Anne Hidalgo. Mais bon, je suis handicapé, donc je m'en fous. C'est une BMW, c'est un iX50, ça a 450 km d'autonomie en roulant pépère. Pas trop mon cas sur l'autoroute, mais c'est-à-dire que quand je vais à Paris avec, je fais 300 km et je m'arrête 40 minutes pour recharger et repartir avec une batterie à 90%. Le temps de manger un petit truc, de faire un petit pipi et de faire un petit jeu sur son téléphone. Il n'y a rien de... Moi, je trouve que dans l'utilisation que j'en ai tous les jours, c'est formidable. J'ai une borne électrique à la maison où je la recharge régulièrement. Et surtout, je trouve, et ça on ne le dit pas, c'est que ça coûte que dalle. Alors, si ça coûte quand tu t'arrêtes sur une borne, sur l'autoroute, ou alors en plus à Paris c'est juste de la dinguerie, mais dans une utilisation quotidienne, au quotidien chez moi, ça coûte que dalle. Et puis voilà, la voiture elle a du punch, c'est évidemment extraordinairement silencieux. Je l'ai encore, mon leasing s'arrête en août 2025. Je sais pas encore ce que je vais faire, si je vais la racheter puisque la batterie est garantie 8 ans, ou en changer et reprendre peut-être une hybride ou une thermique ou reprendre une électrique. J'ai pas encore d'opinion, mais je suis pas déçu.